Bonjour à toutes et à tous. On vous propose de démarrer, ça fera arriver les personnes suivantes. Donc, je suis Antoine Legrand, je suis coordonnateur départemental pour le réseau Parentalité 62 et je suis aujourd'hui accompagné de ma collègue. Du coup, je suis Noémie Afouar-Pédiaz, coordinatrice départementale du réseau 62 également. Donc, on remercie la CAF du Pas-de-Calais, qui est le financeur du réseau Parentalité et qui nous accueille aujourd'hui dans ses locaux pour nous permettre de pouvoir tenir ce webinaire. Donc, merci particulièrement à Sofiane et à Mansour qui veillent au grain pour le déroulé de ce webinaire. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour notre second temps de webinaire, les jeudis du réseau, avec la thématique Faire famille quand on vit en situation de grande pauvreté. Quelques modalités pratiques avant de démarrer ce webinaire. Donc voilà, vos caméras et vos micros sont coupés pour faciliter le déroulé du webinaire. Pour autant, on vous invite à poser vos questions dans le volet Q&R, questions-réponses, qui se situe normalement sur la petite barre en haut. Voilà, on a notre équipe qui se charge de nous transmettre les questions. Alors, petite modalité, du coup, sur les questions de compréhension, on veillera à répondre en direct. Par contre, sur les questions un peu plus de l'ordre de l'échange, on fera plutôt un temps en seconde partie de webinaire pour pouvoir, voilà, à l'issue de la présentation de Catherine Marquand, pouvoir être en échange avec vous. Pour information également, donc ce webinaire est enregistré pour pouvoir être mis en replay disponible sur nos réseaux sociaux. Donc, pour un peu de contexte, l'objectif du réseau Parentalité 62, c'est de soutenir les parents dans leur rôle éducatif, de rompre l'isolement en organisant des rencontres, des échanges et des partages d'expériences, de valoriser les missions et les ressources et de susciter des nouvelles initiatives, du travail en commun et d'encourager la mise en réseau des acteurs qui contribuent à ces initiatives autour de la parentalité. Donc, c'est une action qui est déployée dans le cadre de la politique de soutien à la parentalité de la CAF du Pas-de-Calais. Et donc, les 8 valeurs du réseau parentalité sont la participation, la coéducation, le soutien à l'initiative, la priorité du territoire, la diversité, mixité sociale, la solidarité intergénérationnelle, pardon, et l'échange. Donc, le réseau est organisé au niveau départemental et autour de 9 territoires, pardon, avec un ou une coordinateur ou coordinatrice par territoire, selon le découpage de la CAF. Et plusieurs thématiques de travail sont mises en place en fonction des territoires, en fonction des besoins et des diagnostics locaux. Donc, ça peut être la petite enfance, la place des écrans dans la famille, le bien-être des parents, l'interconnaissance entre les acteurs professionnels de la parentalité, les violences intrafamiliales, l'épuisement parental ou encore le handicap. Et ce n'est pas exhaustif. Pour information, vous pouvez nous retrouver sur nos différents outils de communication, Facebook avec une page départementale et des pages à l'échelle des territoires, LinkedIn, également une page YouTube où sera mis en disponibilité ce webinaire. Sans oublier notre site internet Parents62 qui, j'en profite pour vous l'annoncer, va faire peau neuve sur le second semestre de cette année. Donc voilà, on aura pas mal de choses qui vont changer en prenant en compte vos différentes remarques. Quelques éléments de contexte pour vous resituer un peu l'organisation de ce webinaire. Donc 2024, on a recensé un petit peu les besoins des partenaires lors des comités locaux. En septembre 2025, nous avons organisé une journée départementale intitulée Le Tetris des parentalités d'aujourd'hui, comprendre, accompagner, s'ajuster, avec notamment l'intervention de Yvidor, psychologue clinicienne, et 3 tables rondes animées par des partenaires du réseau. Donc faire famille lorsqu'on vit en situation de grande pauvreté, faire famille quand on est parent solo, faire famille quand on est parent séparé. À l'issue de cette journée départementale, vous êtes nombreuses et nombreux à nous avoir fait remonter le souhait de pouvoir aller creuser un petit peu plus la thématique, notamment sur certains volets qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer lors de cette journée départementale. Donc pour ça, on a choisi de mettre en place des webinaires. Donc un premier qui a eu lieu animé par Patrick Bensoussan sur comment aller à la rencontre des familles aujourd'hui, et le second aujourd'hui sur faire famille quand on est en situation de grande pauvreté. À savoir également qu'on va travailler sur un info-réseau, donc notre newsletter, qui sera sur la thématique et qui reprendra un petit peu les différents échanges que les apports professionnels ont pu poser sur cet enjeu du faire famille. Donc, le fil rouge de cette année pour le réseau parentalité, c'est parentalité et handicap.
Donc, c'est le fil rouge 2026, dans la perspective d'une journée départementale au premier semestre 2027, avec des parents et des professionnels. Donc, la thématique est déjà mise au travail dans les différents comités locaux sur chaque territoire, avec l'organisation de matinées d'échange sous forme de petit-déj entre parents et professionnels, parents en situation de handicap ou parents ayant des enfants en situation de handicap. Donc, il y a des dates qui sont prévues courant juin sur chaque territoire. Il nous reste à vous souhaiter un bon webinaire et Catherine, on vous passe la main. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité, le réseau Parentalité 62, à intervenir sur cette thématique donc de faire famille quand on vit en situation de grande pauvreté. Je peux me présenter en quelques mots. Donc, je m'appelle Catherine Marquand. Je suis actuellement volontaire permanente pour le mouvement ATD Quart Monde, et ça depuis 6 ans maintenant. Avant de m'engager dans le volontariat permanent, j'ai travaillé pendant 25 ans dans la petite enfance, voilà, où j'ai occupé plusieurs fonctions dans des lieux d'accueil du petit enfant. Les 4 dernières années, notamment, de mon activité, j'étais directrice d'une crèche associative en milieu rural. Mais en réalité, ma légitimité à venir vous parler aujourd'hui, elle est plus liée au mouvement ATD Quart Monde, bien sûr, parce que les 3 premières années de mon volontariat, j'étais dans une mission de terrain, en présence par l'habitat auprès de personnes et de familles qui vivent dans la très grande pauvreté. Quand on dit présence par l'habitat, ça veut dire accepter de vivre dans un quartier pauvre d'une ville, donc en général en périphérie d'une ville. Moi, j'étais dans le nord de Caen, dans un quartier donc pauvre, et ma mission principale était d'aller à la rencontre de personnes en situation de pauvreté ou d'isolement qu'on ne voit pas dans d'autres lieux. Ça veut dire aussi travailler bien sûr très en lien avec des partenaires, notamment des centres socioculturels CAF, mais aussi par exemple un centre d'animation qui faisait du périscolaire, etc. Voilà. Un petit peu pour vous donner le contexte. Et c'est vrai que ce que je peux dire, c'est que quand je fais ce genre d'intervention, je m'interroge toujours sur ma légitimité. Ce que je voulais dire, c'est que je ne suis pas là pour parler à la place des personnes, mais bien pour traduire des expériences que j'ai vécues avec elles ou que d'autres volontaires ont vécu avec elles et eux. Et c'est ce que je vais ce que je vais prendre aujourd'hui et qu'on appelle, nous, ce ne sont pas des témoignages, ce sont des apports de connaissances. C'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a vraiment travaillées avec les personnes concernées et qui ne sont pas de l'ordre de simples témoignages. Ce sont des choses qui sont parties de leur vécu et qu'on a analysées avec eux et avec elles pour aller jusqu'à vraiment une sorte d'expertise de leur vécu. Donc aujourd'hui, je suis en mission au siège national d'ATD Quart Monde, dans une équipe qui s'appelle l'équipe nationale Petite Enfance et Famille. Je travaille principalement sur 3 axes qui sont le soutien à la parentalité, la petite enfance et la protection de l'enfance. J'ai un rôle aujourd'hui plutôt de plaidoyer et de représentation dans des instances et des institutions dans lesquelles ATD Quart Monde siège. Mais tout ce que j'y apporte, tout le plaidoyer que je fais est toujours nourri par les équipes qui travaillent sur le terrain et les personnes en situation de pauvreté qui font remonter cette connaissance. Je fais un petit rappel de ce qu'est le mouvement ATD Quart Monde. Donc, ATD Quart Monde, c'est Agir tous pour la dignité. C'est un mouvement qui a été fondé en 1957 par Joseph Rezinski, qui était un prêtre et qui a été envoyé dans un camp de bidon,
un bidonville plutôt, à Noisy-le-Grand, où vivaient 150 familles qui n'avaient pas été relogées après l'appel de l'abbé Pierre en 1954. Et donc, il a bâti ce mouvement avec les familles qui vivaient dans ce camp. Aujourd'hui, ATD est un mouvement international. On est présent dans à peu près 36 pays dans le monde. Et un petit peu, ce qui est un peu atypique pour nous, c'est que nous sommes donc une ONG, mais nous ne sommes pas un mouvement caritatif. Il n'y a pas à l'intérieur d'ATD Quart Monde, il n'y a pas de bénéficiaires et il n'y a pas de dons aux personnes. Ce qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte que l'expérience des personnes qui ont une vie très difficile soit reconnue et surtout soit prise en compte pour trouver des solutions qui seront valables pour tous et toutes. En partant de ce que vivent les personnes en situation de très grande pauvreté, on peut trouver des solutions qui conviendront pour tout le monde. Voilà. Ah pardon, excusez-moi parce que je vais mettre en route le diaporama. Voilà. Qui est là. Voilà. L'ambition, si on peut dire, du mouvement ATD Quart Monde, c'est d'éradiquer la misère. Ça peut paraître un peu utopique, mais… Catherine, je me permets juste d'intervenir, le diaporama n'est pas affiché. Ah, ça ne s'affiche pas? Non, il faut… Ah, attends. Ouais, j'ai perdu le partage d'écran peut-être. Je refais tout de suite. Hop. Est-ce que là, ça fonctionne? Oui, c'est tout bon, oui. Super, merci, excusez-moi. Oui, donc j'étais en train de dire que l'ambition du mouvement ATD Quart Monde, c'est d'éradiquer la grande pauvreté et la misère partout dans le monde. Voilà, c'est un combat qui peut être un peu utopique, mais ce qu'on ne veut pas, c'est accepter que la grande pauvreté soit réduite de moitié. Parce que ça voudrait dire qu'il y a quand même une moitié des personnes qui continuent de la vivre, et ça, pour nous, ce n'est pas acceptable. Donc, pour éradiquer la grande pauvreté, depuis sa création, le mouvement ATD Quart Monde et toutes les personnes qui la composent sont conscients, en tout cas ont vraiment cette conviction qui part de tout départ de cette association, que les personnes qui vivent dans la grande pauvreté, elles ne peuvent pas sortir de cette grande pauvreté seules. Il faut que des hommes, des femmes s'unissent avec eux pour détruire cette misère. Et donc, on essaye d'en faire un combat commun, un combat de société. Pour ça, il y a 3 types d'engagement dans le mouvement ATD Quart Monde. Il y a les militantes et les militants Quart Monde, qui sont des personnes donc, qui vivent ou qui ont vécu des situations de grande pauvreté, mais qui s'engagent dans un combat commun et qui sont rejoints par ce qu'on appelle des alliés, qui sont des bénévoles, des gens de la société qui n'ont pas connu des situations de misère ou de grande pauvreté, mais qui décident que ce combat a de la valeur et qui viennent diffuser nos idées, nos fondements à l'intérieur de la société, là où ils sont, dans leur profession, mais aussi dans leur cercle familial ou amicaux. Et puis, il y a les volontaires permanents, dont je suis, qui sont là des personnes qui s'engagent à temps plein pour le combat contre la grande pauvreté. Nous sommes salariés du mouvement. Notre premier engagement, c'est notre disponibilité
totale et complète au mouvement. Ça veut dire voilà, accepter qu'on nous envoie dans des missions pour lesquelles on n'a pas forcément de compétences, en tout cas sur le papier. Hein. C'est accepter de remettre en question tout le temps ce qu'on a appris, ce qu'on connaît déjà, et se laisser transformer par d'autres. Ensuite, il y a 3 axes d'action aussi, donc des actions de terrain, donc auprès et surtout avec des personnes en situation de grande pauvreté, pour acquérir une connaissance de ce qu'est leur vécu, mais aussi les soutenir dans leur projet de vie, dans l'accès aux droits. Voilà. Et puis donc, auprès de lieux de pouvoir, des lieux de pouvoir politiques, institutionnels, pour faire changer des lois, mais surtout les faire appliquer pour tous et toutes. Et puis donc, au niveau de la société, en combattant des idées reçues, et puis en soutenant les gens qui ont envie de s'engager. Je ne l'ai pas dit, mais le mouvement a obtenu quand même un certain nombre de choses en travaillant avec d'autres, hein, bien sûr, pas tout seul, mais c'est pas très connu. Le mouvement ATD Quart-Monde était quand même à l'origine de la CMU, par exemple, du RMI ou de la loi DALLO, le droit au logement opposable. Et puis, on a plusieurs sièges, j'en ai parlé tout à l'heure puisque ça fait partie de ma mission, mais on a des sièges, par exemple, au CESE, au Comité économique, social et environnemental, au Comité national de lutte contre l'exclusion, au Comité national de protection de l'enfance, à la CNAP, à l'ONU, à la CNCDH. Voilà. Le mouvement ATD Quart-Monde estime que tout le monde a un savoir, et notamment les personnes en situation de pauvreté. Les personnes en situation de pauvreté donc, ont un savoir qui est issu de leur expérience de la grande pauvreté. Et puis, il y a le savoir académique, qui est le savoir dit noble, qui est très reconnu dans la société. Et puis, le savoir professionnel, qui vient de ce qu'on a appris, les connaissances qu'on a acquises, qui nous ont été transmises, et puis aussi qui se transforment au fur et à mesure de notre vie professionnelle, de notre parcours. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire reconnaître que ces 3 savoirs, ils sont complémentaires. Et que quand on arrive à les faire se croiser, on acquiert de nouvelles connaissances. Donc, pour ça, ATD Quart-Monde a développé une pratique qui s'appelle le croisement des savoirs et des pratiques, qui est assez reconnue et qui est reprise dans différentes formes par de nombreuses associations ou instances, voilà, pour former des personnes. Excusez-moi. Pardon. Excusez-moi. Non. Voilà, donc ça, c'est la démarche du croisement des savoirs et des pratiques qu'on essaye, que ATD diffuse dans la société par la voie de co-formation, par exemple, et qui sert donc à mettre ces savoirs à égale dignité, on dit, hein, pour qu'ils soient reconnus, pour que les 3 soient reconnus à même valeur, et qu'on puisse, comme ça, les croiser. Une fois que j'ai introduit ça, je vais vous partager des exemples, en tout cas des paroles, des verbatims, de ce que des personnes en situation de pauvreté ont pu dire lors de travaux justement de croisement des savoirs et des pratiques. Et c'est un travail qui avait été fait vraiment sur
la pauvreté. La pauvreté, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui la vivent? Vous allez voir peut-être que ce sont des phrases assez fortes, hein, mais voilà, qui sont nécessaires. Ce travail, il est fait, en tout cas, ce que je vous propose de faire, c'est d'écouter et de regarder ces phrases en ayant bien en tête qu'il n'y a pas, ni pour moi, ni pour le mouvement en général, de volonté de stigmatiser, de dénoncer des personnes ou des pratiques. C'est juste prendre conscience qu'on a tous des représentations. Moi aussi, j'ai des représentations, hein, très honnêtement, et qu'elles sont parfois, elles sont très, très fortes, très présentes, mais voilà, on peut les confronter à d'autres pour se rendre compte que elles sont pas forcément, elles collent pas forcément à la réalité. Ici, les personnes qui parlent sont des personnes qui vivent des situations de pauvreté, pour la plupart depuis leur enfance, voire leurs parents vivaient déjà cette situation de grande pauvreté. Donc, les personnes qui parlent, ce n'est pas des personnes qui sont dans une forme de sobriété, hein, ni sobriété heureuse, ni sobriété choisie. C'est vraiment des personnes qui traversent ces situations pendant toute leur vie, enfin, qui vivent ces situations pendant toute leur vie, ou presque, et qui vivent des situations de honte, de peur, pas quelque chose qui les traverse ponctuellement, mais quelque chose qui est tout le temps là, tout le temps présent. Donc, je vous partage certaines de ces phrases. Donc, la pauvreté, c'est avoir les mêmes rêves que tout le monde pour l'avenir, mais aucun moyen de les réaliser sur Terre. La pauvreté, c'est devoir mieux me comporter avec mes gosses que quiconque, parce que quelqu'un m'observe. La pauvreté, c'est marcher partout, tout le temps, par tous les temps. La pauvreté, c'est être traité comme rien, moins que rien, et l'accepter. La pauvreté, c'est garder ses secrets, devoir dire des mensonges et faire semblant. La pauvreté, c'est avoir besoin d'aide, mais avoir trop peur d'être jugé comme une mère incapable pour la demander. La pauvreté, c'est raconter toute ma vie encore et encore, simplement pour obtenir ce à quoi j'ai droit. La pauvreté, c'est que chacun pense avoir le droit de dire son opinion à mon sujet, simplement parce que je demande un peu d'aide. La pauvreté, c'est ne pas avoir une seule personne à qui parler qui ne soit payée pour m'écouter. La pauvreté, c'est être prisonnier d'un système qui te laisse attendre indéfiniment dans un état de peur et d'incertitude. Donc, après, voilà un peu ce constat que je fais avec vous. Je vais vous parler donc de ce qu'on a fait avec un travail en croisement des savoirs et des pratiques, ce que ATD, le mouvement ATD Quart Monde, a fait avec l'Université d'Oxford. C'est une recherche qui a cherché à montrer donc, les dimensions cachées de la pauvreté. Cette recherche, la durée de cette recherche a été de 3 ans et elle a été faite avec des groupes de 6 pays différents. La Bolivie, le Bangladesh, la Tanzanie, la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis. La question, c'était, c'est quoi l'expérience d'être pauvre? Et ces travaux, pendant 3 ans, ils ont montré qu'il y avait vraiment des invariants. Dans tous les pays, les personnes en situation de pauvreté ont
ont exprimé des choses qui étaient vraiment similaires. Et donc, on a sorti ce livret pour montrer que la pauvreté, elle n'est pas seulement monétaire. Vivre en situation de pauvreté, ce n'est pas seulement vivre sous le seuil de 2 $ par jour. Il y a plein de choses qui font, qui aggravent la pauvreté et que c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire que toutes ces choses sont liées, en fait, sont reliées entre elles. Donc, je vais vous faire une présentation de cette recherche. Voilà. Et puis, ensuite, je vous présenterai ce qui a été fait en France, dans le bassin minier, avec une équipe d'ATD qui a travaillé pendant 4 ans. Ce qu'on cherche à faire aussi avec cette recherche sur les dimensions de la pauvreté, sur les dimensions cachées de la pauvreté, c'est de montrer qu'il y a, en fait, il y a plein d'actions à mettre en œuvre. Il y a plein de choses possibles à mettre en œuvre quand on a bien en tête, ou qu'on se remémore assez régulièrement, que la pauvreté, elle cache plusieurs facteurs. Alors, pardon. Donc ici, c'est le schéma qui est ressorti de cette recherche. Donc avec, ici, vous avez donc le schéma avec la légende. Donc en vert, on va avoir les privations. En bleu, on va avoir les dynamiques relationnelles. Et en rouge, le cœur de l'expérience. Donc, je vais essayer de ne pas trop détailler, mais quand même de vous expliquer ce que ça peut représenter. Donc, dans les privations et les manques, il y a, donc dans tous les pays, il y a donc le manque de travail décent. Voilà, et les personnes vivant dans la pauvreté ont rarement accès à un travail équitablement rémunéré, sûr, stable, réglementé et digne. Il y a le revenu insuffisant et précaire. Cette dimension se réfère au fait d'avoir trop peu de revenus pour pouvoir subvenir aux besoins de base et aux obligations sociales, pour maintenir l'harmonie au sein de la famille et vivre dans de bonnes conditions. La privation matérielle et sociale désigne le manque d'accès aux biens et services nécessaires pour mener une vie décente et participer pleinement à la vie en société. Par exemple, pour les privations matérielles et sociales, ici pour la France, ce qu'on a vraiment pu reconnaître, c'est le manque d'accès aux services publics. Voilà, être privé de transport, être privé d'accès aux soins et bien sûr aussi être privé d'emploi. Ensuite, il y a les dynamiques relationnelles avec la maltraitance institutionnelle qui consiste en l'incapacité des institutions nationales et internationales, de par leurs actions ou leur inaction, à répondre de manière appropriée et respectueuse aux besoins et à la situation des personnes en situation de pauvreté, ce qui les conduit à les ignorer, les humilier et à leur nuire. La maltraitance sociale décrit la façon dont les personnes en situation de pauvreté sont perçues négativement et maltraitées par d'autres personnes et groupes informels. Les contributions non reconnues, les connaissances et les compétences des personnes vivant dans la pauvreté sont rarement vues, reconnues ou valorisées. Individuellement et collectivement, ces personnes sont souvent présumées incompétentes à tort. Ça, c'est vraiment de l'ordre de comment on se traite les uns et les autres. Et aussi, ce que je disais tout à l'heure, peut-être sur les idées reçues, les fausses représentations qui parasitent les relations, en fait. Et dans ce qui est contribution non reconnue, ce qu'on a vraiment relevé aussi dans les travaux qu'on a fait plus en France, pour les groupes en France, on a relevé qu'il y avait vraiment quelque chose de l'ordre des présomptions sur les personnes en situation de pauvreté. Et on a relevé trois
3 présomptions qui sont la présomption de mensonge, la présomption d'incompétence et la présomption de culpabilité. Ces présomptions, voilà, on les a mises en lumière autour de travaux qu'on a faits avec des familles et des personnes qui disaient que le fait d'être en permanence sous le regard de la société, mais aussi de divers professionnels, voilà, fait qu'ils se sentent beaucoup plus surveillés. Et même si ce n'est pas ce que décrivent les professionnels, eux, ces présomptions, c'est vraiment ce qu'ils ressentent à l'intérieur d'eux-mêmes. Ensuite, dans ce schéma des dimensions cachées de la pauvreté, il y a ce qu'on appelle le cœur de l'expérience, avec le rond extérieur, qui est la dépossession du pouvoir d'agir, et qui montre le manque de contrôle sur sa propre vie et la dépendance vis-à-vis des autres. Et ça, c'est parce que l'éventail de choix, il est extrêmement restreint pour les personnes en situation de pauvreté. Et d'ailleurs, souvent, plus que des choix, l'éventail qu'ils ont, c'est souvent des choix qui sont contraints, en fait. Ce n'est pas des choix qui viennent de leur propre fait. Et puis ensuite, il y a au milieu la souffrance dans le corps, l'esprit et le cœur. Vivre dans la pauvreté, c'est vivre des souffrances physiques, mentales et émotionnelles intenses, accompagnées d'un sentiment d'impuissance à y faire quoi que ce soit. Mais il y a aussi le combat et la résistance. Il y a un combat continu pour survivre, qui comprend la résistance et la lutte contre les effets des nombreuses formes de souffrance causées par la pauvreté. Ensuite, il y a donc des éléments modificateurs. Là, je ne vais pas m'étendre beaucoup dessus. Voilà, en fonction du lieu dans lequel on vit, du pays, mais aussi géographiquement. Est-ce qu'on est en milieu urbain ou en milieu rural, etc. Il y a plein de choses qui jouent. Il y a des choses liées à l'identité, donc au lieu de vie, au temps et à la durée. Donc ça, depuis, si on est dans des situations de pauvreté depuis plusieurs générations, c'est pas la même chose que d'être dans une situation de pauvreté qui pourra être assez rapidement résolue. Les croyances culturelles aussi peuvent changer des choses. Et l'environnement et la politique environnementale, on en parle beaucoup en ce moment avec les changements climatiques. Voilà, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est les personnes les plus pauvres qui seront le plus fortement et le plus tôt impactées par les changements climatiques. Elles le sont déjà d'ailleurs. Mais c'est aussi, donc ces modificateurs, ils peuvent aggraver, ils peuvent venir aggraver des situations de pauvreté, mais parfois ils peuvent aussi les alléger. Et puis, en dernier, donc on a une définition de la précarité. C'est une définition qui a été donnée dans un rapport daté d'Ecart-Monde, qui était porté par Joseph Wresinski au Conseil économique et social en 1987. Et il disait « La précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer des responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. » Donc voilà, souvent, moi je mets cette définition parce que je trouve que parfois dans des lieux dans lesquels j'interviens,
c'est difficile d'entendre le mot grande pauvreté. Et on remplace ce mot par précarité, alors que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est un petit peu expliqué ici. Et puis ensuite, nous, on a cherché, donc, dans cette recherche qui a été donc internationale, on a cherché à savoir qu'est-ce que ça impactait sur le fait d'être une famille. Ces 9 dimensions cachées. Pour les enfants, bien sûr que ça impacte leur vie. Eux, ils disent qu'ils sont des enfants comme les autres, qu'ils ont les mêmes droits, les mêmes besoins fondamentaux, sauf que dans la réalité, c'est pas ce qu'ils ressentent. Parce que grandir en situation de grande pauvreté, c'est grandir élevé dans une famille par des parents qui vivent cette grande pauvreté et donc ces dimensions cachées qui interagissent entre elles. Donc, on a relevé 2 dimensions propres aux enfants, qui sont l'absence de soins et de protection de la part des familles et des communautés. Voilà, les enfants comprennent que leurs parents ont besoin de travailler, mais ils se sentent négligés lorsque leurs besoins quotidiens ne sont pas satisfaits et vulnérables aux dangers et aux abus. Ces expériences sont pires pour les enfants placés dans des familles d'accueil ou dans des institutions quand ils ne sont pas bien traités et ont l'impression de recevoir moins d'amour que leur père. Ensuite, il y a le sacrifice pour la famille. Les enfants donnent priorité aux besoins de leur famille, par exemple en acceptant de quitter l'école ou en gagnant de l'argent de façon indépendante, tout en sachant les conséquences pour leur réputation et leur avenir. Il y a aussi, on a eu aussi beaucoup des apports de connaissances aussi, dans certains pays en dehors de la France, qui disaient, qui parlaient effectivement du mariage très jeune, qui était aussi une façon de soutenir sa famille finalement. Donc voilà, cette première partie de présentation des dimensions cachées de la pauvreté est terminée. S'il y a besoin de m'interrompre pour des questions plutôt de compréhension, c'est possible. Mais comme personne ne m'a fait signe, je pense que c'est bon. A priori, on Et a puis sinon, pas de questions pour le moment, à moins que ok, super. D'accord, très bien. Mais sinon, effectivement, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, il y aura à la fin de l'apport de connaissances que je vais faire maintenant, une possibilité d'échange où on me communiquera vos questions et je pourrai y répondre ou on pourra avoir un échange. Donc, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est donc de vous partager donc ce que j'ai défini tout à l'heure comme un apport de connaissances et en fait qui est un travail qui a été fait donc dans le bassin minier d'une équipe d'ATD Carmonde qui a duré, ce travail il a duré 4 ans et donc il y a eu plusieurs volets. L'équipe d'ATD a travaillé donc avec des familles et des personnes en situation de grande pauvreté sur plusieurs volets, mais autour du petit enfant, du tout petit. Et donc, ils ont aussi fait du croisement des savoirs et des pratiques avec des professionnels là où ils étaient. Et ils en ont donc tiré plusieurs livrets. Ce travail, il a été fait en plusieurs étapes. Donc, il y a le grand projet qui était donc ce projet de promotion familiale et culturelle à partir du petit enfant dans le bassin minier du Pas-de-Calais. Mais à l'intérieur, il y a eu 2 autres projets qui ont porté sur les lieux d'accueil petite enfance, qui s'appellent les lieux d'accueil petite enfance. J'y vais pas. C'est bon pour mon enfant, c'est bon pour moi. Et puis, le dernier, ce qui nous a aidés, pas aidés, ce qui nous aurait aidés avec nos bébés avant et après la naissance au milieu de la vie difficile. Donc, ce que j'ai essayé de faire, en fait, c'est de prendre des verbatims qui sont vraiment tirés de ces travaux pour vous les présenter. Et puis, parce que je trouve que ça peut aller
avec ce que vous exercez aujourd'hui, donc dans des lieux d'accueil, mais aussi du soutien à la parentalité, donc l'accueil du tout petit, du petit enfant, le soutien à la parentalité. C'est des éléments que j'essaie de vous apporter parce que ce qu'on pense, c'est que ça peut amener une meilleure compréhension de ce que vivent les familles. Je ne veux pas du tout me placer en tant que donneuse de leçons, hein, c'est pas le propos, mais en tout cas, essayer d'amener des éléments qu'on n'a pas toujours, parce que, je redis, hein, ce projet, il a duré 4 ans, et ces 4 années avec des personnes, donc des volontaires d'ATD Quart Monde, qui vivaient en présence au milieu de ces familles qui vivent la grande pauvreté, hein, avec vraiment un partage de vie en très grande proximité, en intimité presque. Donc, ce projet-là de promotion familiale, en fait, l'objectif, c'était de comprendre avec ces familles, avec ces parents, quelles actions pouvaient les soutenir pour permettre le bon développement de leurs enfants dès la naissance. Et comment on peut les accompagner pour qu'ils trouvent des réponses les plus ajustées possibles aux besoins de leurs très jeunes enfants, au milieu de cette vie difficile qui est causée par la grande pauvreté. C'est sûr que ce que les équipes ont rapporté, c'est que, en fait, chez le petit enfant, voilà, il y a la grande pauvreté, bien sûr, elle amène plein d'insécurités, hein. Elle amène beaucoup d'insécurités, mais parce que c'est des insécurités qui sont traversées par leurs parents et que, du coup, ils les traversent ensemble, ces difficultés. Elles ont relevé, par exemple, voilà, la peur du jugement extérieur qui est très dépréciatif, qui peut être humiliant et qui est vécu de manière répétée. Et que ça peut aussi provoquer des problèmes de santé, de sommeil, que ça peut amener du stress, de l'anxiété, et que du coup, la capacité d'attention de ces parents, elle est réduite. Elle est réduite parce qu'elle est empêchée, hein, par toutes ces situations. Et que du coup, effectivement, ça peut entraîner des retards de développement chez les enfants, en fait, hein. Donc, pour contrer ces impacts de la pauvreté, le petit enfant, il peut aussi se nourrir de la combativité de ses parents et de leur force, d'autres appuis familiaux, amicaux ou professionnels, et qui sont reconnus dans des moments sereins et partagés, qui sont reconnus par les parents. Nous, ce qu'on dit, c'est que le soutien au développement du très jeune enfant, il passe nécessairement et essentiellement par la reconnaissance pleine de son parent, par la faculté à faire alliance avec lui, en cherchant à reconnaître ses valeurs éducatives profondes, ses compétences personnelles et les intentions qui sous-tendent ses actions. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que moi aussi, je l'ai vécu. Ces postulats, ils constituent des clés pour identifier les conditions qui permettent aux parents de se sentir reconnus. Et c'est quand ils se sentent reconnus qu'ils acceptent des soutiens pour s'engager dans des actions au bénéfice du bien grandir de leur enfant. La première chose que je vous partage de ce projet de promotion familiale, voilà, c'est quelque chose qui a été mis en lumière, c'est que les parents sont en relation avec plusieurs professionnels, plusieurs institutions qui se réfèrent à des normes
différentes et qui, du coup, parfois s'opposent. Et ça, pour des personnes en situation de pauvreté, qui sont déjà fragilisées à plein d'endroits, c'est très compliqué. Donc là, je vous ai mis deux verbatim, enfin, je vous ai mis un verbatim et puis ce qu'a relaté l'équipe aux côtés d'une famille. Donc, le premier verbatim, c'est « Jennifer raconte que l'assistante sociale l'a engueulée parce que sa fille de 8 ans est trop serviable. Elle fait son lit le matin et ne saurait pas jouer. Ce n'est pas normal, ce n'est pas de son âge. » Ça, c'est ce que lui a dit la professionnelle. Jennifer dit qu'elle a appris à ses enfants comment faire les tâches ménagères. Elle a récupéré un tableau sur Internet où étaient décrites les tâches en fonction des âges. Elle a fait un emploi du temps aux enfants. Elle explique qu'elle voulait leur donner des repères éducatifs parce qu'elle-même n'en a pas reçu de sa mère, qui ne s'occupait pas d'elle. Là, j'ai mis ce verbatim parce que, en fait, ce que Jennifer elle a mis en lumière, c'est que en fait, elle avait des principes, voilà, des principes éducatifs. Elle a des principes éducatifs d'ailleurs, et qui ne sont pas reconnus, ils ne sont même pas questionnés. C'est-à-dire qu'on ne lui a pas, en tout cas, là, le professionnel ne lui a pas demandé d'où ça venait, pourquoi est-ce que elle tenait, pourquoi est-ce que cette petite fille était aussi carrée, si je peux dire, dans les tâches qu'elle avait à faire à la maison. Ça n'a pas été interrogé et c'est dommage. Et puis ensuite, il y a un deuxième exemple. Donc, pour cette famille, d'un côté, le CHRS contrôle strictement les dépenses des parents, et c'est important de le faire, hein, ça je le rajoute. De l'autre, l'école maternelle des enfants promeut l'importance d'acheter les réalisations des enfants au marché de Noël pour financer les sorties de fin d'année scolaire. Là, les parents, ils sont régulièrement soumis à des injonctions contradictoires et ils doivent assumer pour et devant leurs enfants des choix auxquels ils n'adhèrent pas profondément et qu'ils peuvent difficilement justifier ou expliquer. Ici, ensuite, je vous ai mis donc un extrait de ce qui nous a aidé, pas aidé, voilà, avec nos bébés. Toujours dans ce qui est de l'ordre un peu de la contradiction dans les personnes qui peuvent intervenir dans la vie de ces familles. Donc, une de nous, là c'est une maman qui parle, hein, une de nous a raconté par exemple qu'une TISF qui n'était pas d'accord avec un conseil que lui avait donné la PMI. Elle s'en est sortie parce que la puéricultrice de la PMI avait écrit dans le carnet de santé qu'elle pouvait essayer les céréales dans le biberon. Alors, la TISF était bien obligée de la croire et de la laisser faire. Dans le groupe, on a vraiment trouvé que c'était une bonne idée de demander à chaque professionnel d'écrire ce qu'il nous dit. Voilà, là, on a un autre exemple de personnes qui sont là pour soutenir cette maman, cette famille, voilà, pour essayer de lui donner des conseils, mais que, voilà, même ces professionnels ou ces instances, ces institutions, je ne sais pas comment les nommer, pardon, elles ne sont pas sur le, voilà, elles sont pas sur le même, je sais pas comment on peut dire, pas tout à fait sur le même cadrage. Et du coup, parfois, ça met les parents encore plus en difficulté. Ici, j'ai pris donc des exemples des lieux d'accueil petite enfance. J'y vais pas. C'est bon pour mon enfant, c'est bon pour moi. Parce que c'était l'accès. Vous avez sûrement entendu ça il y a quelques années. C'était en 2018 que les pouvoirs publics, le gouvernement, dans son plan de lutte contre la grande pauvreté, avait annoncé que pour faire diminuer les inégalités, il fallait
ouvrir cette offre de services aux familles. Voilà, pour l'égalité des chances dès les premiers pas, pour rompre la reproduction de la pauvreté avec une solution d'accueil pour tous. Voilà, je vous lis la phrase qui est entre guillemets, hein, qui est issue donc de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté de 2018. Et donc, il y a eu une promotion, hein, ce qui est une bonne chose. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose. Il y a eu vraiment une forte promotion d'un accès à des moyens de garde, des lieux d'accueil pour les tout petits, à toutes les familles. Donc, le défenseur des droits, donc toujours en 2018, disait de la naissance à 6 ans au commencement des droits, il faut des offres d'accueil dans des établissements d'accueil afin de résoudre les inégalités et de permettre à tous les parents qui considèrent que ces modes d'accueil sont les plus adaptés aux besoins des enfants y accèdent effectivement. Sauf que ce que le mouvement a déduit, enfin, a pu montrer en étant en très grande proximité avec des familles, c'est que même quand on favorisait l'accès à ces lieux d'accueil par notamment la baisse du coût ou la gratuité, voilà, la diffusion, une sorte de publicité ou en tout cas de communication sur ces lieux d'accueil. Souvent, en fait, c'était pas suffisant et que ça pouvait pas tout résoudre comme ça. Donc, on a cherché à savoir pourquoi est-ce que ces familles, eh ben, elles n'y allaient pas dans ces lieux. Pourquoi est-ce qu'elles préféraient garder leurs enfants avec eux? Et voilà, donc je vous mets aussi ici quelques verbatims dans ce travail qu'on a fait avec des familles. Donc, quelles étaient nos raisons de garder nos petits avec nous? Donc, la peur qu'on s'occupe différemment de mon enfant, un regard différent des professionnels sur les parents qui n'ont pas d'argent, la peur du jugement des autres parents. Et puis, une maman a dit, en crèche, quand tu as déposé ton enfant, qu'elle n'est pas habillée de la façon de l'autre parent, tu es un cas social. À l'école, c'est pareil. Tu as un clan des cas sociaux et l'autre clan des bourges. Et puis, une maman qui dit « Mettez-vous dans la tête des parents en difficulté. Ils vont se sentir jugés et ne viendront jamais à une réunion comment nourrir son enfant ou comment le faire dormir, etc. Il faut le faire individuellement. » La maman qui a dit ça s'est souvenue qu'elle ne participait jamais à rien au début à la crèche. Et là, c'était une situation où le fait de mettre son enfant en crèche, en fait, c'était plutôt une injonction puisque c'était soit la crèche, soit le placement. Parce qu'elle avait honte d'elle-même. Ce qui l'a aidée, c'est que les personnes de la crèche la prenaient toute seule pour lui parler. Et aussi, elle pouvait se faire accompagner par son AEMO, une éducatrice en qui elle avait confiance. Elle dit, c'est super important d'avoir un témoin pour les discussions avec les pros. Juste là pour écouter. Je ne vais plus nulle part sans quelqu'un avec moi. Ça m'aide à y aller et j'ai un témoin si un jour on s'embrouille ou sur des choses que j'ai dites ou pas dites. Ça, c'est quelque chose, voilà, la présence d'une personne, on pourrait dire tierce, c'est quelque chose qu'on a vraiment, qu'on voit vraiment beaucoup avec les familles en situation de grande pauvreté, les personnes en situation de grande pauvreté, c'est qu'elles ressentent un peu en permanence cette forme de présomption dont j'ai parlé plus tôt, la présomption de mensonge, la présomption de culpabilité. Et le fait d'avoir quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui elles ont confiance, qui les accompagne, voilà, ça leur permet d'être rassurées par rapport à ce qu'on va penser d'elles finalement. Donc,
je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'était la crèche ou le placement, ça c'est vraiment des choses que les familles ont dit avoir entendues. Est-ce qu'elles l'ont entendu avec ces mots? Je ne suis pas sûre, mais en tout cas, c'est ce qu'elles en ont compris. Elles ont compris que c'était une injonction et la peur du placement, elle est tellement ancrée dans ces familles que, voilà, que le lien, il est assez vite fait pour elles de se dire si je ne fais pas exactement ce qu'on me demande, on va me retirer mon enfant. Donc, il y a des mamans d'un centre d'hébergement et de réinsertion sociale qui disaient on a peur tout le temps et du coup, on n'a plus la liberté de notre propre vie. Quelqu'un a dit je deviens un robot. Coucher les enfants à telle heure, c'est parce qu'ils m'ont dit de faire comme ça. Alors que je pense que c'est peut-être pas grave de faire un peu plus tôt ou un peu plus tard. Déposer les enfants à l'école, surtout ne pas être en retard, parce que l'école, elle peut appeler le foyer. En fait, tu penses à ça tout le temps. Tu as peur tout le temps. Tout ce que tu fais, c'est par rapport à ce qu'ils veulent que tu fasses. Et puis, d'autres mamans qui ont dit on a un catalogue d'exemples de choses qu'on fait ou qu'on ne fait pas avec nos enfants, pas parce que c'est bon pour eux, mais parce qu'on a peur. Pour la crèche, je mets plus de goûter qu'elle a besoin pour qu'elle puisse partager. Comme ça, pas moyen de penser qu'on manque de quoi manger à la maison. Ma belle-sœur, elle est daltonienne. C'est une ancienne enfant placée. Elle a trop peur d'être jugée comme « saura pas faire ». Alors c'est son mari qui trie et qui prépare. Tout est par couleur. Il y a tout l'ensemble qui va bien. Elle prend tout le tas de vêtements pour ne pas se tromper de couleur et qu'ils soient bien habillés. Donc ça, c'est aussi pour dire que il y a des moments où voilà, l'aide extérieure, notamment l'aide des professionnels, elle oublie d'essayer d'identifier pourquoi les personnes font tel et tel geste, agissent de telle et telle façon. Et malheureusement, parce que ça permettrait d'identifier leurs compétences et leurs ressources. Pourquoi est-ce qu'ils agissent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils font telle chose qui parfois nous surprend vraiment, hein, même nous aussi. On est surpris parfois par les réactions ou la façon de faire des parents, des familles. Et on cherche à savoir pourquoi, en fait. Parce qu'il y a des logiques, finalement, et des logiques qui leur sont propres, parce qu'elles sont propres à leur vécu. Et ça, en fait, les parents, les familles, ils le ressentent assez vite que les professionnels ils prennent pas en compte ces logiques et qui sont de l'ordre de, malgré tout, de compétences qu'ils ont. Et voilà, c'est un peu paradoxal de constater que cette façon de déconsidérer les parents en difficulté, elle met à mal l'exercice de la mission des professionnels. Parce que ce qu'ils veulent, les professionnels, ça, on le constate vraiment, c'est qu'ils veulent les soutenir. Ils veulent les aider à aller vers plus de justesse dans les réponses aux besoins de leurs enfants. Mais en fait, il faut que ça parte, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il faut que ça parte de ce qu'ils savent faire déjà. Pas de, si ça part que de choses où on leur dit, mais ça, vous ne savez pas le faire, ça, c'est pas comme ça. En fait, c'est plus des conseils, finalement, c'est des injonctions qu'ils reçoivent. Et surtout, ils sont mis en défaut. Alors qu'ils ont des compétences et qu'il faut qu'elles soient reconnues, même si après, il faut qu'elles soient réajustées. Il y a aussi pour ces familles donc, des choses qui sont, j'en ai parlé un petit peu avant, qui sont de l'ordre
de la peur, hein, voilà, une peur qui vient de l'intérieur d'eux et une peur qui vient de l'extérieur, de ce qu'on pense ou de ce qu'on pose sur eux, sur leur vie. Et là, il y a une maman qui a dit au sujet de, en fait, pardon, je le remets, hein, c'est toujours au sujet de les lieux d'accueil petite enfance. Pourquoi est-ce qu'on fait garder nos enfants ou pourquoi on ne les fait pas garder? Et donc, il y a une maman qui a dit, bah, ça dépend de l'âge que tu as et de la relation que tu as avec toi-même. J'avais 20 ans, je sortais de la rue, impossible que quelqu'un d'autre s'en occupe mieux que moi. Personne touche à mes enfants ou même à leurs affaires. À 30 ans, j'avais une vie normale, ça veut dire stable, un logement, un mari, un travail. Je l'ai confié les derniers sans problème. On a remarqué que c'est quand cette maman avait plus de sécurité pour elle dans sa vie qu'elle a eu aussi moins peur pour ses petits. Mais elle dit que toujours, elle faisait attention quand même. Pas de vêtements trop petits ou trop grands, pas de tâches de nourriture. Parce qu'à la crèche, ils font semblant de rien, mais ils posent des questions. Voilà, c'est aussi en fait, c'est cette peur qui leur fait toujours, qui leur fait souvent soupçonner que les questions qu'on leur pose, que les travailleurs sociaux ou que les professionnels qui sont autour d'eux leur posent, c'est en fait, ils ont l'impression que c'est orienté, que les questions, elles vont être, que les réponses qu'elles vont donner aux questions, elles vont être utilisées contre elles. Voilà, et c'est difficile d'enlever ce sentiment. Voilà, il faut réussir à instaurer une relation de confiance. Ça, j'en parlerai après, puisque à la fin du diaporama, là, il y a aussi, heureusement, hein, on a réussi à trouver, avec des professionnels avec lesquels on a travaillé, des pistes pour être dans une vraie rencontre et améliorer le dialogue et la compréhension pour arriver à trouver des solutions ensemble pour soutenir ces familles et ces petits-enfants. Donc voilà, il y a eu une question qui a été posée donc par le groupe de professionnels avec lequel elles ont travaillé, qui était donc comment vous aider à ne pas avoir peur de nous. Donc il y a eu 2 éléments qui sont venus et qui étaient donc nous donner des preuves tangibles que le bébé ou l'enfant va bien, avec un cahier de vie, avec des photos, en faisant des observations ensemble de l'enfant. Et puis, ah oui, en définissant ce que c'est un bon conseil, mais ça, j'y reviendrai après. Et puis, une relation donc de confiance. Et la confiance, ça se construit, ça ne se décrète pas. Ils entendent souvent des personnes qui leur disent « mais faites-moi confiance ». Oui, sauf que faire confiance à l'autre, voilà, ça demande un travail quand même. Voilà, surtout quand on est comme ça en permanence dans des situations de précarité justement, c'est-à-dire de ne pas savoir de quoi le lendemain sera fait, ou en tout cas pas avoir de certitude sur comment la fin de la semaine va se passer en termes économiques, mais aussi en termes social justement. Est-ce qu'on va pouvoir aller à tel ou tel rendez-vous? On a besoin d'un rendez-vous chez le médecin, par exemple. Est-ce qu'on va réussir à l'obtenir facilement ou pas? Voilà, c'est des choses qui viennent aggraver un peu ce sentiment de précarité. Donc, il y a une des personnes qui disait « On essaie de faire semblant pour avancer, mais la peur, elle est là, point. Ce que tu as vécu, même si ça fait 20 ans, ça reste en toi. Je peux te raconter minute par minute comment il y a des trucs qui se sont passés, même si ça fait 20 ans, minute par minute. Donc, l'idée, c'est que j'oublie tout et on recommence. Non, ça n'est pas possible. On ne peut pas rembobiner sa vie. Et du coup, cette histoire de vaincre la peur, encore une fois, la question est mal posée. Un bon professionnel
Ce n'est pas quelqu'un qui va nous aider à vaincre la peur. Un bon professionnel, c'est quelqu'un qui va faire avec le fait qu'on a peur et qui va nous aider éventuellement à apprivoiser notre peur. Donc, dans ce travail, à la fin de ce travail, les différentes personnes qui étaient là ont pu réfléchir à mais pourquoi est-ce que finalement les familles se comportent de telle ou telle façon. Donc, il y a eu vraiment des choses très précises. Donc là, c'est des exemples toujours sur les accueils en établissement d'accueil pour le jeune enfant. Mais on en a eu beaucoup d'autres, notamment voilà, dans ce travail dans le bassin minier, avec cette promotion familiale culturelle, la promotion de la culture, avec en fait, essayer de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, beaucoup de ces parents, de ces familles, elles jouaient pas, elles n'avaient pas de temps de jeu avec leurs enfants. Donc voilà, on a interrogé toutes ces choses. Pourquoi, par exemple, il y avait beaucoup de couples qui n'arrivaient pas à chanter des chansons à leurs petits. Et donc, on avait un couple de volontaires en présence avec ces familles qui jouaient de la guitare un petit peu. Le papa jouait de la guitare et puis ils se sont mis à proposer des temps comme ça de musique et de chant. Et aussi pour aider à lever ces freins. C'est-à-dire que ce qu'ils ont pu voir, c'est que finalement, ces parents, ils se sentaient pas légitimes à utiliser leur voix, leur propre voix, et qu'en fait, c'était plus facile pour eux, par exemple, d'utiliser leur téléphone portable pour faire écouter des berceuses, des chansons à leurs tout petits. Et ça, c'est aussi parce que c'est des personnes qui, pour la plupart, vivaient ces situations de grande pauvreté, donc depuis leur propre enfance. Et quand, pendant toute une partie de leur vie, ils ont entendu que il fallait pas trop qu'ils se fassent entendre, qu'il fallait qu'ils se fassent discrets, que à plein de moments, on leur a dit qu'ils étaient pas capables de ci ou de ça. En fait, ils osent plus, ils osent pas prendre la parole, et encore moins pour chanter, même dans l'intimité avec leur bébé, parce que c'est des choses qui marquent une vie. C'est la même chose on a vu ça aussi autour des jeux de société qu'ils peuvent faire avec leurs enfants. C'est que en fait, c'est compliqué en fait d'intégrer une règle du jeu, mais que par contre, à partir du moment où on fait avec eux, c'est-à-dire que le jeu de société, on le fait avec eux et avec leurs enfants, ils y prennent du plaisir, et une fois qu'ils y ont pris du plaisir, ils comprennent ce que ça peut apporter à leur enfant de jouer avec eux. Donc voilà, parfois c'est vrai qu'il faut les accompagner dans une sorte de mouvement de faire, leur dire il faut chanter pour votre bébé parce que c'est bien pour son développement, c'est bien pour l'ouverture, etc., pour ses apprentissages, ou jouer avec votre bébé, c'est hyper important. Leur dire ça suffit pas parfois, il faut aller jusqu'à le faire avec eux pour qu'ils puissent se rendre compte. Et donc là, pour accompagner le changement des pratiques des parents, c'est ce que j'ai mis en verbatim. C'est une de nous a été très étonnée de voir les ateliers que faisait sa fille à la crèche. Par exemple, elle jouait avec des pâtes, de la semoule. Et pour cette maman, c'était mal de jouer avec la nourriture. Interdit de faire ça à la maison. Elle a été donc choquée d'abord. Puis, ça lui a plu quand elle a vu que sa petite fille adorait ça. Une maman raconte qu'elle avait peur de tout pour ses enfants. Elle les protégeait énormément. Elle-même avait été gravement blessée toute petite dans la cuisine.
Quand elle a vu sa dernière coupée de la pâte à modeler avec un petit couteau, elle a été choquée d'abord, puis elle a discuté avec la professionnelle et elle a compris que c'était possible. Et là, les parents, ils disent, ça donc, la crèche, ça lui a appris, mais pas avec des mots, pas avec des réunions, on va vous expliquer. Elle a vu sa fille aimer ça et en être capable. Puis, elle en a discuté avec les dames de la crèche. Et dans tous ces exemples, ou avec la semoule, utiliser un couteau, faire de la cuisine, ça a marché parce que c'était un échange à partir du comportement de l'enfant. Et la maman, elle a appris des choses sans se sentir jugée, à partir d'une expérience voilà, qu'elle a vue, qu'elle a regardée et qu'elle a pu elle-même analyser, parce qu'il faut aussi partir de ce postulat que les parents en situation de grande pauvreté, ils ont une capacité d'analyse des situations. Il faut que ça soit un peu concret, mais ils ont une capacité d'analyse très fine. Ensuite, on a cherché, donc, j'en ai parlé, la toute dernière phase de ce travail, de ce gros travail, donc ça a été de chercher qu'est-ce qui a aidé, pas aidé les familles avec leur bébé avant et après la naissance, au milieu de la vie difficile. Là, c'est un papa. J'ai mis ce verbatim parce qu'on a eu très peu quand même d'apport d'expérience de papa. Il y en a assez peu qui ont participé aussi parce que on avait quand même un grand nombre de familles qui étaient des familles monoparentales avec la maman seule à la tête de la famille. Donc, j'ai mis ce verbatim de ce papa qui a souhaité partager vraiment son expérience en disant la première grossesse de ma compagne, j'ai fini chez un psy. Ça a été super compliqué et ça a fait remonter des choses de quand j'étais petit. Et du coup, je l'ai très mal vécu. Ça a été une belle chose, la naissance, mais la grossesse, ça a été un moment très compliqué pour moi. Après la naissance, ça a été génial. En fait, arrivé à la fin de la grossesse, j'avais vu un psychologue pendant toute la grossesse et du coup, j'étais quand même rassurée. J'avais quand même été bien encadrée. On a réussi à me soulager sur les craintes que j'avais. Et en fait, vu qu'il me connaissait depuis longtemps, le psychologue, il disait ces problèmes-là, tu penses que c'est pas lié, mais au final, c'est lié à des choses de ton enfance. C'est pour ça que j'étais pas bien en fait. J'avais peur de reproduire certaines choses qu'on a pu me faire. Mon psychologue a su me rassurer, m'orienter sur les bonnes directions, on va dire. Quand je dis que j'étais pas prêt à être père, c'était surtout que ça me faisait peur en fait. J'étais content, j'étais super content, mais ça me faisait peur. Ce que ce travail il a mis en lumière, en fait, c'est que les ingrédients pour une aide globale, une aide souple, qui prend la forme de propositions décloisonnées et concertées entre acteurs, que ce soit des professionnels ou non, d'un même territoire, qui incarnent des missions et des relations différentes, ça pourrait vraiment être quelque chose d'efficace. Et ça pourrait aussi se décrire dans une articulation entre de la relation individuelle avec chaque personne et aussi de l'action collective. Parce que ça, nous, ce qu'on voit à TD, c'est que c'est une des clés de la participation. C'est ça. C'est que les personnes, elles aient d'abord la conscience qu'elles sont reconnues, que leur expérience, elle est reconnue individuellement, que leur expérience, elle compte et qu'elle est reliée à d'autres. C'est une fois qu'ils sont reconnus individuellement, qu'ils peuvent faire du commun, du collectif, et qu'ils se sentent légitimes à le faire. Et ça, c'est hyper important parce que le collectif, le groupe, ça soutient, mais ça soutient si c'est d'abord passé par de l'individuel.
Donc, ils ont pu décrire, là je ne vous ai pas mis toutes les solutions qu'ils ont proposées, mais ce qui fait que les professionnels ont été aidants ou pas. Donc, ce qui ne les a pas aidés, j'ai commencé par ça, ne pas nous laisser le temps pour apprendre, ce n'est pas aidant. Et une maman dit, à l'hôpital, on ne m'a pas laissé le temps. On ne devient pas mère du jour au lendemain. Je pourrais rajouter, on ne devient pas mère du jour au lendemain, encore moins quand on n'a pas eu une mère aidante, une mère portante, et quand on n'en a pas, en l'occurrence, au moment où on devient mère. Quand la confiance manque, ça complique tout. À la maternité, je ne voulais pas sortir fumer parce que je ne voulais pas laisser Inaë toute seule. La sage-femme me dit qu'elle va garder le bébé, que je peux aller fumer. Je lui dis non, vous allez changer mon bébé et tout. Non, non, je reste là. Je ne voulais pas. C'est une crainte qui restera tout le temps. J'ai peur qu'il trouve une petite bête de rien du tout pour me le reprocher. Par exemple, j'aurais dit « Oui, gardez la petite 5 minutes, je vais fumer ». Ils auraient peut-être écrit « Ah, mais madame, elle est quand même partie fumer. Elle a confié le bébé. » Tu vois ? Et peut-être sans préciser que c'est eux qui l'avaient proposé. Voilà, là, on en revient à des choses. Ça, c'est forcément lié à quelque chose que cette maman, que cette jeune femme, elle a vécu dans son passé, pour qu'elle ait comme ça cette peur du jugement et de ce qui va être transmis sans qu'elle ait pu donner elle-même sa version. Ensuite, donc, ici, je vous ai mis des propositions, des idées que les parents ont partagées avec les professionnels, de choses qui peuvent fonctionner, voilà, qui pourraient les soutenir. Donc, ils ont écrit, hein, on a récapitulé tout ce qu'on a dû faire un jour face à une professionnelle qui ne nous aidait pas avec notre bébé. Et là, elle donne des exemples. Parfois, on a essayé de discuter directement, mais ce n'était pas possible. Ou bien, on a demandé de changer de professionnel, mais ce n'est pas possible non plus. Alors, on peut se taire, ne plus rien oser dire, ou dire oui, oui, tout le temps. Mais du coup, on n'explique pas ce qu'on veut faire avec notre petit ou ce qu'on sait faire. Parfois aussi, on fait des choses en douce, derrière le dos du professionnel. Par exemple, mettre un doudou dans le landau, alors que la TISF l'interdit, ou donner quelques frites à notre enfant pour son anniversaire, alors que la TISF n'est pas d'accord non plus. Parfois, on a mal au ventre 2 jours avant la visite de la TISF avec notre enfant à domicile. Une maman dit « J'ai la boule au ventre, je me vide ». C'est arrivé que certains parmi nous se mettent très, très en colère. Ce jour-là, si je l'avais croisé, j'aurais tout retourné l'hôpital. On cherche à déménager pour ne plus avoir cette personne qui s'occupe de nous et de notre enfant. C'est tout ça qui ne nous aide pas avec nos bébés. Et même, ça nous empêche de faire avec nos petits tout ce qu'on sait faire. Alors, de quoi on a besoin de la part des professionnels et comment ils peuvent y arriver ? On s'est dit qu'un professionnel qui nous aide vraiment, finalement, c'est une personne qui nous aide à faire ce qu'on veut faire, mais en mieux. C'est aidant quand la professionnelle regarde plus l'enfant et moins le parent. Mesurer la température, au sens d'évaluer la situation, au niveau de l'enfant. Qu'il nous écoute et qu'il nous croit. Une assistante sociale, il n'y en a pas de parfaite. Mais avoir une bonne assistante sociale, c'est qu'elle soit à l'écoute de la personne. Écouter la version qu'on leur dit, essayer de nous croire. Qu'ils nous croient capables. Pendant ma grossesse, j'avais peur, je prenais du poids. Tous les mois, je faisais une crise d'épilepsie. J'avais peur et eux, ils m'ont encouragée. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils connaissaient mon caractère et ils savaient que je suis capable. Autre chose dont ils disent avoir besoin, c'est qu'ils nous donnent des bons conseils. Alors, l'équipe nous a demandé de réfléchir à ce que c'est un bon conseil pour nous. Et là, les parents ont dit, un bon conseil,
On est allé le demander nous-mêmes, par exemple à la PMI, à une personne qu'on a choisie. Dans cet exemple, c'était la puéricultrice. Et on voit que ça marche sur notre bébé. Par exemple, il ne vomit plus depuis que je lui mets des céréales dans son biberon. On a pensé à des astuces de communication pour que ça se passe mieux. Il faudrait arriver à réfléchir ensemble à ce qui est bien pour l'enfant et important pour les parents. Et la professionnelle aussi pourrait dire son avis. Et on cherche des solutions. Et écrire ce qu'on a décidé ensemble. On s'est dit que c'était une bonne idée d'écrire ce qui a été décidé de faire. Comme ça, on est sûr d'être d'accord et d'être prêt. Ils ont dit aussi se faire accompagner par une personne de confiance. Une maman raconte. À une réunion de concertation, il y avait la sage-femme, la curatelle, les TISF et la maman. Et quelqu'un à qui la maman a demandé de venir avec elle. Avec la personne en plus, les professionnels sont différents. Ils prennent le temps de lui parler, à la maman, d'expliquer. Ils ne la rabaissent pas. C'est vraiment difficile pour nous quand les professionnels nous disent des choses différentes, parce que chaque personne pense avoir raison et que nous, on n'a pas toujours le choix d'obéir ou pas. Par exemple, quand une TISF vient voir à la maison surveiller comment on fait, ou bien que notre enfant est placé. On sait bien que si on ne fait pas comme le professionnel veut, le juge va le savoir. Alors comment on fait ? En conclusion, ce qu'on constate, c'est que pris dans ce cercle vicieux des dimensions de la pauvreté, il est particulièrement difficile pour des parents d'encourager chez leurs enfants une exploration curieuse et joyeuse de soi, du monde et des relations aux autres. Quelle sécurité intérieure donner à son bébé pour qu'il se construise en tant que sujet ayant une existence propre sur laquelle il pourra avoir prise lorsqu'on en est soi-même privé ? Qui l'estime de soi transmettre à ses enfants pour oser se lancer dans les apprentissages, quand toute sa vie, on a entendu d'autres dire qu'on n'était pas capable. Cette conclusion à deux voix, c'est en premier lieu donc les familles qui nous l'ont dite et qui ont dit chaque situation est différente. Tout ce qu'on vous a dit là, c'est vrai. C'est ça qu'on a vécu et qu'on pense et qu'on voulait vous dire. Mais d'autres parents, même des parents comme nous, peuvent fonctionner différemment. Donc, attention dans vos projets à ne pas vouloir traiter tout le monde pareil et aux outils qui ne sont pas valables pour tous les parents ou tous les enfants. Et puis l'équipe qui a conclu, comme la majorité des adultes qui deviennent parents, les parents en situation de pauvreté ont besoin de pouvoir avoir recours à des appuis extérieurs dans des lieux et des espaces dédiés à ce soutien. Les professionnels qui animent ces lieux déplorent de ne pas peu y rencontrer les parents et les enfants de familles très pauvres, qu'ils estiment pouvoir en être particulièrement bénéficiaires. Notre compagnonnage a mis en évidence que ce n'est pas tant un manque d'information qui est en cause, mais une multiplicité de facteurs inhérents au vécu actuel et passé des parents. Voilà. Moi, mon propos s'arrête ici. Voilà, il peut y avoir un petit temps de digestion. Peut-être que vous avez noté au fur et à mesure des questions, peut-être qu'il y a déjà des questions ou des sujets que vous avez envie de questionner, d'approfondir. Est-ce que je peux enlever le diaporama? Oui, tout à fait, oui. Mais merci Catherine pour l'ensemble de ces apports et de cette présentation. Alors, effectivement, hein, beaucoup d'apports d'informations qui nous remuent, je pense, hein, en tant que professionnels. Pour ma part, c'est la troisième fois du coup que je vis cette lecture des verbatims et je trouve que même au bout de la troisième fois, ça prend toujours autant aux tripes, hein, c'est vraiment quelque chose de très fort. Après, effectivement, voilà, beaucoup de choses qui sont posées et qui questionnent très certainement, hein, en tant que professionnel par rapport à son vécu. Voilà, n'hésitez pas à nous partager vos retours si vous voulez bien dans l'onglet questions-réponses. Catherine, on voit toujours votre écran, si vous voulez Ah, pardon. couper le partage.
faut que je le ferme peut-être. Tout à l'heure, on a une professionnelle qui avait levé la main pendant la présentation. Oui. C'est toujours la première question qui est difficile à Oui. lire. Oui. Voilà, peut-être que vous auriez aussi envie de, sans donner peut-être trop de précision, mais peut-être que vous auriez envie de partager quelque chose de votre vécu, enfin, d'un accompagnement ou d'autres choses, à quoi ces propos auraient pu vous faire penser. C'est possible aussi si vous le voulez. Alors, on a une participante qui a levé la main. Hop. Allez-y, Olivia. Je vous autorise le micro. Vous pouvez activer le micro du coup pour poser la question si vous voulez. Olivia Roucourt, si vous voulez, donc votre micro peut être activé. Il vous suffit de venir cliquer sur l'icône du micro pour poser votre question. Enfin, si vous voulez la poser à l'oral, en tout cas. Bon, en attendant cette partie technique, on a une autre demande. Du coup, c'est j'aurais aimé également avoir le rapport complet sur le projet de promotion familiale et culturelle à partir du petit enfant dans le bassin minier et du Pas-de-Calais. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut partager? Alors, je sais que, enfin voilà, on pourrait avoir déjà été en échange. L'enjeu, c'est vraiment de le partager avec discernement. Voilà, je pense que, enfin, si vous en êtes d'accord, Catherine, hein, effectivement, c'est pas forcément un outil qu'on mettra disponible directement sur Parents 62, mais plutôt qu'on peut vous partager. Vous pouvez vous rapprocher de là ou de le ou la cours d'eau territorial qui pourra peut-être, si c'est d'accord avec vous, Catherine, vous le retransmettre de manière plutôt individuelle plutôt que de le diffuser au grand public, puisqu'effectivement, ce n'était pas l'enjeu. Oui, oui, tout à fait. En fait, ce qui pourrait être partageable, c'est vraiment, il y a eu deux. En fait, le rapport, il se décompose en deux parties. Il y a un très gros rapport qui a été fait par l'ensemble de l'équipe, donc des volontaires, mais aussi des alliés du mouvement qui ont retracé tout ce travail. Et puis, il y a un autre rapport qui est celui qui a été vraiment fait par les parents, les familles ayant participé à ce travail. Et ça, celui-là, c'est celui-là qui est diffusable, mais avec beaucoup de discernement. Ce qu'on demande, on peut le donner. Hein, je peux le partager avec des personnes, voilà, qui ont participé à ce webinaire. Ce qui est difficile, c'est de le donner à lire à des personnes qui n'auraient pas tout le contexte, en fait. Voilà. Mais oui, il est les personnes qu'on appelle les militants et les militantes ont accepté que ce travail puisse être partagé avec d'autres. Mais effectivement, il y a toute une partie qui explique voilà, pourquoi on demande à ce que ces verbatims ne soient pas sortis du contexte et utilisés pour d'autres choses. Pas parce qu'on a peur que ce soit malveillant, parce que parfois, voilà, il faut aussi respecter ces propos qui ont été tenus. Et puis aussi parce que ça peut être reçu d'une façon différente si c'est sorti du contexte. Olivia, est-ce que ça fonctionne le micro du coup? Est-ce que vous voulez prendre la parole? A priori, toujours pas. Je vous invite peut-être à poser votre question par écrit, ce sera plus simple. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions ou d'autres interventions. Alors, je vais vous lire en direct, Catherine. Merci pour ce partage. Nous avons bien conscience que les situations de pauvreté vécues par les familles accompagnées occupent leur esprit et les rendent parfois moins disponibles pour le travail à mener, lors de mesures éducatives par exemple. Pour autant, dans les mesures que l'on exerce, il y a des objectifs de travail bien précis. Dans la mesure parfois contrainte, comment peut-on travailler les objectifs tout en respectant le rythme de la famille? Oui. Peut-être qu'il y aura besoin d'un petit échange.
effectivement, hein, il y a des... j'ai bien conscience aussi, pour avoir quand même travaillé avec des travailleurs sociaux, justement, ou en tout cas des professionnels, voilà. Il y a des objectifs bien précis. Ce que j'essaye d'amener avec ce propos, peut-être il peut être étendu à comment est-ce qu'on fait adhérer les parents. C'est peut-être la question qu'il faut se poser. Quand on est professionnel et qu'on accompagne des parents, des familles ou des personnes, effectivement, on a une grille de lecture de la situation et puis on fixe des objectifs. Mais est-ce que, où est la phase où on vérifie, est-ce qu'il y a une phase, c'est ma question, peut-être qu'il y en a une, est-ce qu'il y a une phase de vérification que ces objectifs, ils sont compris par la famille, et je reviens sur le propos que j'ai eu dans ma présentation. Est-ce qu'on part de leurs compétences? Est-ce qu'on a essayé de repérer quelles compétences ils ont déjà? Parce que nous, ce qu'on pense, ou en tout cas ce qu'on a pu expérimenter, c'est que en partant de quelque chose qui est de l'ordre de leurs compétences, c'est beaucoup plus facile de les faire adhérer, de leur faire comprendre vers quels objectifs on va. Et il faut qu'ils participent aussi pour aller vers un objectif. Il me semble qu'on se fixe des étapes, où on évalue, une étape où on évalue, tiens, là, on a avancé vers ça, est-ce qu'on va bien vers l'objectif qu'on s'était donné au départ? Est-ce qu'on est toujours d'accord sur l'objectif? Si on n'est plus trop d'accord, comment on se remet en phase? Ou est-ce qu'on change l'objectif? Est-ce qu'on est capable de dire, effectivement, peut-être qu'on peut réorienter un petit peu nos objectifs? Moi, je pense que voilà, effectivement, on a peut-être que nous-mêmes, vous-même, parce que moi, je suis pas travailleuse sociale, mais j'accompagne quand même des personnes. Voilà, on se fixe des objectifs à partir de grilles de lecture ou de connaissances qu'on a, qui sont des vraies connaissances et des connaissances hyper importantes. J'en reviens au croisement des savoirs. Elles ne sont pas moins importantes que d'autres types de connaissances. Mais si on ne les met pas à égalité avec les connaissances qu'ont les personnes avec lesquelles on veut travailler, ça fonctionne beaucoup moins bien, effectivement. En retour, du coup, de la part de Christine, donc merci pour les rappels de ces fondamentaux de l'accompagnement social, le respect, la confiance, le faire avec. Et par rapport à la demande du rapport de tout à l'heure, donc c'est parce qu'en fait c'était une problématique. Alors, mais c'est vrai que vous avez ciblé une problématique que nous avions aussi rencontrée sur la même tranche d'âge et le secteur. Et le critère de la grande pauvreté n'avait pas été clairement posé, mais certains freins ou réflexions étaient très semblables à celles exposées tout à l'heure. Et du coup, Olivia, donc c'était plutôt une remarque sur les professionnels qui interviennent auprès des familles. Il me semble que les jugements n'ont pas leur place dans l'accompagnement s'il s'agit de pouvoir aider les familles. La confiance passe certainement par cette attitude de bienveillance et de non-jugement. Un grand merci pour vos retours constructifs et vos propos très constructifs. Il s'agit de coéduquer et de permettre à une famille de pouvoir par la suite éduquer sa famille en autonomie. Donc, je suis psychologue de l'éducation nationale, donc toujours Olivia, et directrice d'un CIO. Nous travaillons avec des familles qui parfois sont assez démunies pour accompagner leurs enfants. Donc, un retour de Aline. À notre niveau, nous vérifions en premier lieu si les objectifs sont atteignables ou non.
Et nous partons des compétences des familles, mais reconnaître les difficultés, c'est parfois un long combat pour les familles accompagnées, par peur de craindre des répercussions peut-être. Il y a un vrai besoin de se réajuster fréquemment tout en étant dans l'obligation de rendre des comptes, ce qui peut parfois faire peur aux familles. Donc les mêmes constats et nos objectifs ne sont pas toujours ceux des familles. C'est à ce niveau qu'il faut, selon moi, respecter le rythme. Donc qui revient un peu sur la remarque précédente. Ouais. Ah oui, absolument. Mais c'est pas simple. Je suis pas en train de dire que c'est très facile. Voilà. C'est aussi pour, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que voilà, c'est qu'on arrive à partager. Nous, hein, là, on est presque face à face. Qu'on arrive à partager ce qu'on vit. En ayant bien en tête, moi j'ai bien en tête que moi je suis volontaire permanente et que lorsque j'accompagne ou je soutiens une famille, en fait je suis payée, je suis payée pour ça 24 heures sur 24. Voilà, voilà, on peut peut-être qu'on aura une autre fois l'occasion de revenir sur qu'est-ce que c'est cet engagement, mais voilà, et avec effectivement c'est-à-dire que moi, j'ai pas une direction au-dessus de moi qui me demande de dire combien ce mois-ci j'ai accompagné de familles. Moi, si j'arrive à accompagner une famille et à faire en sorte que, je sais pas, un peu l'accompagner pour, et parfois c'est même pas moi, c'est juste l'emmener voir la bonne personne qui va débloquer tel ou tel problème et tout. Voilà, j'ai bien conscience de ça. Et c'est aussi quelque chose, justement, dans cette méthode de croisement des savoirs et des pratiques, c'est aussi quelque chose que les familles, donc les militants et militantes Carmonde qui participent à ce type de formation, ils disent vraiment, eux aussi, ça change leur regard, parce que c'est ça aussi qu'on essaye de faire. On veut changer, en fait, on veut changer le regard de la société sur la pauvreté elle-même, mais on veut aussi que les personnes qui vivent en situation de pauvreté, ils arrivent aussi à avoir un regard critique, certes, mais que ce soit de la critique constructive sur les travailleurs sociaux, et prendre en compte le fait que la maltraitance institutionnelle, elle s'abat sur ces personnes, mais elle s'abat aussi sur énormément de travailleurs, voilà, je les nommerai pas, voilà, toutes ces institutions qui sont au contact, elles subissent de la maltraitance institutionnelle, c'est clair et net. Après, les répercussions, elles sont pas tout à fait les mêmes, mais on en subit tous et toutes de la maltraitance institutionnelle. Pour compléter, du coup, donc effectivement, Olivier, tout à fait d'accord avec vous. La qualité, l'humain avant toute chose, nous devons être humbles dans nos missions. Peut-être juste, je voulais revenir, parce que j'ai oublié de repréciser en introduction, voilà, on sait aussi combien c'est compliqué parfois ces formats webinaires. On aimerait bien être en échange direct avec les personnes, enfin voilà, les autres professionnels pour pouvoir échanger sur ces thématiques. L'enjeu, c'est qu'on va vraiment vous proposer plutôt voilà, sur la fin de l'année, mais des temps d'échange dans les territoires ou en interterritoire pour pouvoir revenir un petit peu aussi sur les apports qui ont pu être posés sur ces différents temps de webinaires. Parce que voilà, effectivement, c'est jamais facile derrière un écran de pouvoir poser ces questions et puis partager ces points de vue, etc. Donc voilà, on reviendra vers vous rapidement pour pouvoir échanger là-dessus. On a une autre question du coup. Intervenez-vous auprès des centres de formation pour les professionnels de l'accompagnement social, IRTS par exemple, etc. Bénéficie-t-il à ce jour de temps de sensibilisation avec vous pour faire le lien et renforcer les savoirs sur la posture à adopter face à des publics dits très fragiles? Alors, je me permets juste du coup, je mets ma casquette Fédération des centres sociaux, sur la formation des référents famille, en tout cas, on a un module sur cet enjeu où il y a une présentation voilà, de quelques heures également sur la grande pauvreté. Donc en tout cas, voilà, sur le volet référent famille dans les centres sociaux, c'est quelque chose qui est abordé. Je vous laisse compléter du coup sur les autres organismes de formation si.
Ouais, merci. Alors oui, on intervient. Dans certains centres de formation, lieux de formation de professionnels du travail social, effectivement. Par exemple, quand j'étais en mission en Normandie, voilà, on intervenait dans une IRTS, on intervenait à l'université de Caen, on intervenait à l'école de puériculture tous les ans. Voilà, effectivement, ces formations, elles ont un volet maintenant, depuis quelques années, je crois, un volet un peu obligatoire sur précarité, je ne sais pas comment ça s'appelle, pauvreté, précarité et tout. Nous, ce qu'on veut vraiment, donc dans un format comme celui-là, c'est pas possible, hein, voilà, mais ce qu'on cherche vraiment à faire quand on fait des interventions dans des centres de formation, type les interventions que je viens de vous citer, c'est que c'est les personnes en situation de pauvreté qui viennent. Parce que ce savoir d'expérience, c'est le leur. Donc, moi ou d'autres volontaires, d'autres alliés, on peut se l'approprier de temps en temps, et quand c'est pour porter vraiment cette voix, on le fait. Mais sinon, dans tous les lieux, et c'est possible, c'est faisable, c'est vraiment une demande qu'on a dans le mouvement, c'est que des personnes en situation de pauvreté soient vraiment des acteurs de formation. Ça veut dire que ça peut être, pardon, je vais peut-être le dire de façon pas très appropriée, mais oui, ça peut figurer dans un manuel de formation. Qu'est-ce que c'est la grande pauvreté? Le problème, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que c'est pas la même chose de dire voilà ce que c'est la pauvreté, c'est vivre en dessous de tel seuil, c'est bénéficier de ci, de là. Hein. C'est pas la même chose d'utiliser des chiffres qui sont importants, qu'il nous faut aussi, hein, c'est-à-dire d'évaluer le taux de pauvreté, etc. Hein. C'est très important, il faut le faire, mais pour former, pour dire qu'est-ce que c'est vivre en situation de pauvreté, vivre avec des minima sociaux, vivre sans formation, vivre avec une reconnaissance de travaillant handicapé. Enfin, voilà, là j'élargis le cercle. Il faut que ça soit les personnes qui le vivent qui disent ce que c'est. Moi, par exemple, je n'ai jamais vécu en situation de pauvreté. Quand je parle jamais à la première personne. Moi, je n'ai pas connu la grande pauvreté. Je l'ai vraiment touché du doigt en vivant auprès de personnes qui, eux, la vivent. Mais franchement, je n'ai pas cette expérience. Et je m'appuie sur l'expérience, la vraie expérience des gens. Donc oui, de la formation, des interventions, on en fait dans des lieux de formation, je l'ai dit. Et ce qu'on essaye de faire à chaque fois, c'est que participent dans ce cursus des personnes ayant vraiment l'expérience de la grande pauvreté. Et ça change vraiment des choses. Tous les gens qui assistent à ces formations, que ce soit de la formation continue ou de la formation initiale, disent l'importance que c'est. Ça n'a pas du tout le même impact. Et ça a aussi un impact sur ces personnes qui, une fois que leur savoir est reconnu, ils peuvent aussi comprendre ce que vivent ces professionnels du travail social. Des remarques de ce qui semble aujourd'hui difficile, c'est de faire changer le regard de la société sur les personnes accompagnées. Il est également nécessaire de faire évoluer les pratiques avec un développement des formations et des sensibilisations. Je reviens sur le sujet. Je trouve que le mot insécurité est à retenir dans votre présentation car il est un bon levier pour tenter d'écarter les préjugés. Et en étant passé du côté protection, au côté prévention, les questions de la posture professionnelle, de l'adhésion de la famille se sont posées de nouveau pour ma part, entre aide contrainte comme emplacement judiciaire et aide contrainte comme accord de la famille par défaut, par crainte de, et demande spontanée avec identification des problématiques en amont par la famille elle-même. Ce n'est pas simple, mais il faut en avoir conscience.
en tant que professionnels et prendre conscience de nos propres représentations, limites et surtout les mettre en évidence les compétences de l'autre, ce qui est un levier énorme. Les personnes sont spécialistes de leur propre vécu et expérience, comme vous venez de le dire. La péridance se développe ou est mise davantage en lumière dans différents domaines et c'est une piste intéressante et essentielle. Voilà, et là, on part sur une question plutôt. Vous n'avez pas abordé la notion de temps. Le temps nécessaire pour les familles d'avancer à leur rythme et pour les intervenants de respecter le rythme de chacun. Sur le projet du bassin minier, l'adaptation et le respect des familles qui ont eu chacune un cheminement différent a un impact plus que positif pour certaines familles. Sur le projet 2018-2022, hein, du coup, effectivement. Ouais. Ben oui. Ben oui, c'est sûr que voilà, c'est sûr que c'est effectivement, hein, c'est du temps long aussi parce que voilà, ce que j'ai abordé là, ce que les parents disent vraiment. Donc, je l'ai pas remis là, mais par exemple l'importance d'avoir une relation de confiance. C'est bête, mais on en a tous besoin en fait. On a tous besoin d'être en confiance. Et ça, c'est, je veux dire, c'est indépendant. Évidemment que c'est indépendant de la volonté des travailleurs sociaux, des accompagnants, etc. Mais voilà, les familles en permanence, elles sont en train de, elles nous disent tout le temps, mais ce turnover, c'est insupportable, quoi. Il faut toujours tout reprendre à zéro, alors que c'est déjà tellement long et compliqué pour elles de se sentir en confiance avec quelqu'un. Et aussi, c'est ça un peu, je comparais tout à l'heure avec effectivement le fait d'être volontaire permanent. On nous met dans une mission où on sait que, voilà, enfin, moi je suis restée 3 ans en Normandie aux côtés de ces familles. Voilà, hein, au bout d'1 an et demi, je commençais à avoir des bons liens en étant là-bas 24 heures sur 24 et en participant voilà, à une vie, on dit une vie partagée un peu hein, avec ces familles. Donc j'imagine bien, parce que je ne suis pas à votre place, mais je peux tout à fait m'imaginer que bâtir la confiance, c'est extrêmement compliqué, surtout que, ben voilà, moi, je ne sais pas, moi, j'étais en lien avec, on va dire, une petite dizaine de familles, 8 familles peut-être, et que je vois bien ce que c'est au regard du nombre de, pardon de le dire comme ça, de dossiers, ou en tout cas de personnes avec lesquelles, vous devez être en lien et résoudre, ou en tout cas mettre des objectifs. On en a parlé en début de conversation là, et oui, c'est difficilement tenable. Et du coup, je reviens sur une autre réaction qui avait été mise sur le fait qu'il faut effectivement, il faut changer le regard de la société sur ce qu'est la grande pauvreté. Voilà, c'est vraiment pas, c'est faux le fait que ce soit une volonté d'être assisté, etc. C'est tellement faux. Comment on fait pour je pense qu'il faudrait que les médias arrêtent de relayer ces informations. C'est mon avis personnel. Voilà, et qu'on soit sur un autre type de communication. Mais ça, malheureusement, je n'ai pas la solution et je crois que le mouvement ne l'a même pas encore lui-même non plus, mais ça viendra peut-être. En tout cas, moi, j'ai espoir. D'autres remarques, les structures mettant à disposition des espaces dédiés uniquement aux parents sans professionnels présents sur toute la durée d'un temps de rencontre entre eux font de cette façon travailler un véritable levier pour développer la mobilisation des parents, qu'ils soient dans une situation de pauvreté ou non. Et c'est une marque de confiance et c'est très valorisant pour leur personne et pour leur engagement futur. C'est un cercle vertueux. Et une autre remarque, le point de départ, c'est la création du lien de confiance. Ce fameux lien parfois rompu brusquement par les nombreux changements d'intervenants, par exemple, alors qu'il a fallu plusieurs mois pour bâtir ce climat de confiance. Ben ouais. Ouais. Oui, ça c'est vraiment des choses voilà, que les familles disent très souvent. Et donc je reviens encore sur les bienfaits du croisement des savoirs, de la co-formation. C'est que en fait, c'est pareil pour moi, ça m'est arrivé plein de fois.
voilà, de dire à des familles, oui, je comprends que ça t'exaspère, que ça te mette voilà, dans un sentiment dans des sentiments d'insécurité, de toujours être obligé de répéter. Mais en fait, enfin, ces travailleurs sociaux, finalement, ils sont pas responsables de ces situations. Et c'est vraiment quand on fait ce travail de leur permettre voilà, de cette rencontre, je le redis, hein, à égale dignité de savoir, où ils sentent et ils voient qu'ils peuvent, que leur expérience, elle est reçue vraiment comme de la connaissance, que eux ils peuvent faire la même chose et qu'ils entendent les professionnels qui disent, enfin, qui expliquent que ça, c'est pas, en fait, c'est pas de leur fait et c'est même pas de leur ressort, ces turnover et tout. Bon, malheureusement, ça change pas les choses, mais en tout cas, ça permet de mieux comprendre, de mieux se comprendre, et du coup, peut-être pas d'accepter, parce que, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister à ça, justement pour soutenir éventuellement, pour être un soutien aussi pour les professionnels qui vivent ça, voilà, et dire c'est pas normal. Mais oui, c'est vraiment, moi je crois à ça, à ces partages ouais, de connaissances vraiment. Je profite d'une toute petite parenthèse. On a plusieurs collègues du réseau qui se sont formés à vos côtés sur le croisement des savoirs et des pratiques. Et je sais qu'elles seraient ravies de pouvoir accompagner des dynamiques. Voilà, si jamais ça donne des envies sur les territoires de Ouais. mettre en place un croisement des savoirs et des pratiques, ce sera avec grand plaisir de pouvoir accompagner cette démarche à un moment, si ça fait sens en tout cas. Ce webinaire va toucher à sa fin. Je vois qu'on a une dernière petite question. Donc, comment peut-on faire valoir la légitimité des familles quand elles-mêmes n'y croient pas, puisqu'on ne peut pas vraiment compter sur la société? Ouais. Question pas facile pour la dernière. Ouais. Ben, je pense quand même, ben, c'est pas reconnu, mais enfin, moi, je crois je crois un peu au forcing. Vous voyez, par exemple, c'est sûr que la participation des personnes dans les décisions qui les concernent, par exemple, c'est pas du tout, enfin, c'est pas reconnu. On a l'impression que c'est pas reconnu dans la société. Sauf qu'en réalité, moi, je trouve que les choses changent. C'est-à-dire que on se dit finalement, on est quand même dans une période, on va dire, où la démocratie, elle est mise à mal. Je vais dire ça comme ça. Hein. En tout cas, voilà, notre démocratie, elle est mise à mal. Et dans le même temps, moi, je trouve qu'il y a vraiment ce truc de dire, mais voilà, ça devient une obligation de faire participer les personnes concernées aux décisions qui les concernent. Oui, alors ok. Et ça, c'est une sorte en tout cas, moi, j'ai pu parler avec des professionnels du travail social qui m'ont dit, mais on ne sait pas quoi faire avec cette injonction, en fait. On n'en veut pas. Parce que ça nous rajoute du travail, parce que, voilà, hein, enfin, des arguments qui se tiennent, hein, que je peux entendre. Il faut réussir à déconstruire ça, en fait, et à dire ça peut être que bénéfique. Ça peut être que bénéfique. Je crois que, enfin, ce que je voulais dire par là, c'est que je crois que chacun et chacune d'entre nous, on a notre petite pierre à apporter quand même, dans ce qui est de l'ordre de changer de regard. Vous voyez, on l'a fait très bien ensemble. Prendre conscience qu'on a des représentations et peut-être même des préjugés. Hein. Moi, j'ai des préjugés, plein. Mais voilà, j'en prends conscience. Et si j'arrive à partager avec d'autres et à dire, oh mince, ben, voilà, peut-être qu'à certains moments, je me trompe. Peut-être que c'est cette idée que j'ai, ben, elle est fausse. Mais si j'accepte de recevoir un discours qui déconstruit, ou en tout cas qui vient mettre à mal, titiller ce préjugé que j'ai, c'est déjà un pas énorme, quoi. Et ça, ouais, j'ai envie de dire, je pense que c'est vraiment de la responsabilité individuelle.
Je sais pas si c'est un peu, j'espère que ça fait pas trop démago de dire ça. Moi, c'est vraiment quelque chose auquel je crois. Si individuellement, chacune d'entre nous est capable, voilà, de se laisser bousculer comme je l'ai fait cet après-midi quand même, hein, parce que je suis bien consciente que ces propos, ils bousculent. Parfois même, ils peuvent être heurtants, je veux dire. Voilà. Si on est capable de se laisser bousculer comme ça, mais que aussi on est capable d'en faire quelque chose de constructif dans le sens, bah oui, effectivement, c'est une réalité, c'est comme ça, voilà. Mais il y a des raisons pour lesquelles on a ces idées reçues ou ces préjugés. Il y a aussi des raisons pour lesquelles, ben, parfois, dans le travail, dans notre milieu professionnel, on applique des choses auxquelles on ne croit pas, en fait. Mais sauf qu'on est obligé de le faire. Donc, je ne dis pas que j'aurais envie, mais je ne dis pas qu'il faut tout renverser. Et voilà. Hein. Mais faire les choses en disant je le fais, mais peut-être qu'on pourrait essayer de faire autrement. Et il y a des pistes, et notamment les pistes, c'est de prendre en compte la parole des plus exclus, des plus pauvres, parce qu'ils ont des solutions à proposer. Vraiment, ils en ont plein. Et ils sont capables d'analyser des tas de situations, notamment la leur, et grâce à d'autres, avec l'aide, le soutien d'autres personnes, ils peuvent proposer des solutions et des choses qui ne sont pas, je vous assure, c'est absolument pas utopique ce qu'ils disent eux. C'est des trucs concrets, c'est vraiment des choses réalisables et qui finalement, non seulement seraient bons pour eux, pour leur famille, pour leur entourage, mais ne feraient aucun mal à personne, hein. Bien au contraire. Ça me paraît une très belle conclusion. Je ne sais pas si vous voulez ajouter un dernier mot. Je pense que ça résume un petit peu toute l'idée hein, du message que vous souhaitiez faire passer aujourd'hui. Un très grand merci à vous pour cette intervention. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci également aux professionnels présents et présentes. Je vous rappelle, on mettra ce webinaire disponible dans quelques jours en replay. Et puis, on prendra des temps aussi de pouvoir échanger ensemble lors de temps en territoire du coup sur la thématique. Et n'hésitez pas à revenir vers la coordonnatrice ou le cordeau de votre territoire voilà, pour les différents documents qui ont pu être évoqués aujourd'hui si vous souhaitez en prendre connaissance. Merci beaucoup. Merci à vous.